La frêle petite fille avait aidé un enfant autochtone boiteux à traverser la rivière. Le lendemain, 40 guerriers frappèrent à sa porte. Les 40 guerriers se tenaient dans un silence parfait devant la cabane de Willa, leur visage peint de symboles qu'elle n'avait jamais vus. Pas un seul ne bougeait, pas un seul ne parlait. Ils attendaient simplement. Willa s'adossa contre la porte de bois, son cœur battant si fort qu'elle était certaine qu'il pouvait l'entendre à travers les murs. Hier, elle avait aidé un enfant perdu à traverser la rivière. Aujourd'hui, c'était toute une troupe de guerre qu'il avait retrouvée. Mais quelque chose n'allait pas dans ce tableau. Des guerriers ne voyageaient pas en formation parfaite juste pour effrayer une fillette de 12 ans. Ils n'apportaient pas de plumes cérémonielles pour une simple menace. Surtout, ils ne s'agenouillaient pas. Pourtant, c'est exactement ce que fit le chef. Un à un, les 40 guerriers mirent un genou à terre dans la poussière devant sa porte. L'homme à l'avant tenait quelque chose dans ses mains tendues, un objet qui brillait au soleil du matin comme du métal, mais dont l'importance fit frissonner Willa. Elle avait déjà vu cet objet la veille, dans les mains de l'enfant boiteux qu'elle avait porté à travers le torrent. L'enfant qui avait murmuré des mots dans une langue que Willa avait compris sans jamais l'avoir apprise. L'enfant qui l'avait regardé avec des yeux bien trop anciens, bien trop sages. L'enfant qui avait disparu dans la forêt sans se retourner, ne laissant que des empreintes mouillées qui ne menaient nulle part. Maintenant, Willa regardait par la fente de la porte les guerriers agenouillés et une terrible idée commença à germer dans son esprit. L'enfant qu'elle avait aidé n'était pas un simple petit autochtone perdu, et ces guerriers n'étaient pas venus pour se venger. Ils étaient là parce qu'elle avait fait quelque chose qui changeait tout, quelque chose qui brisait une règle qu'elle ignorait, quelque chose qui faisait d'elle plus que la fillette orpheline vivant seule près de la rivière. Mais ce qu'elle était devenue, voilà la question qui fit trembler ses mains lorsqu'elle saisit la poignée. Les doigts de Willa frémissaient en tournant le loquet de bois. À travers la fente, elle aperçut le visage buriné du chef, marqué de lignes bleues et blanches parfaitement tracées sur ses pommettes. Ses yeux n'étaient pas emplis de colère ni de menace. Ils contenaient quelque chose de bien plus troublant, de respect, le genre de respect réservé à un égal, pas à une orpheline de 12 ans vivant dans une cabane pourrie au bord de l'eau. Elle ouvrit plus grand la porte et l'air du matin apporta l'odeur du cuir, des chevaux et d'autres choses, quelque chose de cérémoniel. Le guerrier de tête se redressa lentement et Willa dut lever la tête pour le regarder. Il était presque 2 fois plus grand qu'elle, ses larges épaules masquant le soleil derrière lui. Dans ses mains jointes reposait un pendentif d'argent finement cisé de symboles qui semblait danser dans la lumière. « Tu as aidé ma fille à traverser la rivière » dit-il, son anglais soigné mais clair, sa voix portant le poids des montagnes. « Tu l'as portée quand elle ne pouvait pas marcher. » La gorge de Willa s'assécha comme du papier rugueux. L'enfant boiteuse avait été sa fille. Pas n'importe quel enfant, mais la fille de ce qui était clairement un chef, un homme d'une importance considérable. Elle se rappela le moment, la veille, où elle avait aperçu la petite silhouette luttant au bord de l'eau, sa jambe gauche traînant derrière elle, des larmes coulant sur son visage couvert de poussière. Elle était blessée. Je ne pouvais pas la laisser là, réussit à murmurer Willa. L'expression du chef ne changea pas, mais quelque chose dans sa posture se modifia. Derrière lui, les autres guerriers restaient à genoux, les yeux fixés sur le sol. Le silence tendu entre eux était comme une corde prête à rompre et Willa comprit que ce qu'elle avait fait la veille avait des conséquences bien plus grandes qu'un simple acte de bonté. « Ma fille m'a dit ce que tu as fait, » continua le chef. « Comment tu es entré dans l'eau jusqu'à la poitrine? Comment tu l'as portée alors que le courant voulait vous emporter toutes les deux? Comment tu n'as rien demandé en retour ?» Willa hocha la tête, se souvenant du moment terrifiant où la rivière avait saisi ses chevilles, menaçant de les tirer sous les flots. L'enfant avait été plus lourde qu'elle n'en avait l'air et les bras de Willa avaient brûlé sous l'effort de les maintenir hors de l'eau. Mais elle se souvenait aussi d'autre chose, la façon dont l'enfant l'avait regardée ensuite, avec ses yeux qui semblaient lire jusqu'au fond de son âme. « Elle m'a aussi dit le chef en tendant le pendentif vers Willa, que tu lui as parlé dans notre langue. » Le monde sembla basculer de côté. Willa fixa le pendentif d'argent, son esprit retournant à la veille. Elle se rappela avoir consolé l'enfant en pleurs, lui avoir murmuré des mots rassurants. Mais elle avait parlé en anglais. Non, elle avait toujours parlé seulement anglais, la langue que ses parents lui avaient enseignée avant de mourir. Pourtant, les mots du chef suspendus dans l'air firent remonter des fragments de mémoire. Des mots qui avaient semblé naturels sur sa langue, des mots auxquels l'enfant avait répondu avec une compréhension immédiate, des mots dans une langue que Willa n'avait jamais apprise mais qu'elle connaissait pourtant. Le chef fit un pas en avant et Willa vit son propre reflet dans l'argent poli du pendentif. Une fraction de seconde, elle aurait juré voir autre chose dans ce reflet. Quelque chose qui expliquait pourquoi 40 guerriers avaient voyagé toute la nuit pour la trouver. Quelque chose qui changerait tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. L'esprit de Willa retourna à l'après-midi de la veille, quand le soleil brûlait et que la rivière coulait plus vite que d'habitude à cause des pluies de la montagne.
Elle lavait sa seule robe dans l'eau peu profonde quand elle entendit des pleurs, pas les bruits normaux des animaux de la forêt, mais les sanglots désespérés d'un enfant en détresse. Elle suivit le son en aval jusqu'à trouver la fillette effondrée sur la rive opposée, la jambe tordue à un angle étrange, du sang coulant sur le cuir déchiré. L'eau entre elle était traîtresse, pleine de rochers et de débris venus d'amont. La plupart des adultes auraient hésité, mais Willa avait vu la peur dans les yeux de l'enfant, la façon dont elle regardait derrière elle comme si quelque chose la poursuivait. Sans réfléchir, Willa avait plongé dans le courant. La traversée avait été un cauchemar. L'eau la saisissait comme des mains affamées, essayant de les emporter toutes les deux vers les rapides. L'enfant s'était accroché à son cou, murmurant des mots qui apaisaient d'une façon inexplicable la panique montant dans la poitrine de Willa, des mots qui semblaient familiers, comme des berceuses à moitié oubliées. « Tu as dit, sois forte, petite sœur. » dit maintenant le chef, ses yeux ne quittant pas son visage. « Tu as dit que les ancêtres veillent sur nous. » Tu as prononcé ces paroles en Lakota, une langue que ma fille entend depuis sa naissance, une langue qu'aucun enfant blanc ne devrait connaître. Les jambes de Willa fléchirent. Elle se cramponna au chambranle de la porte, laissant les mots du chef pénétrer son esprit. Elle se souvenait avoir dit quelque chose pour rassurer la fillette, mais les mots exacts avaient semblé automatiques, instinctifs, comme la respiration, comme s'ils avaient toujours été là, sur la surface de son esprit conscient. « Je ne comprends pas, » murmura Willa. « Je n'ai jamais appris une autre langue, mes parents ne parlaient qu'anglais. » L'expression du chef s'adoucit légèrement et, pour la première fois, elle crut voir de la pitié dans ses yeux sombres. Derrière lui, plusieurs guerriers agenouillés échangèrent des regards comme s'ils savaient quelque chose qu'elle ignorait, quelque chose qui expliquait pourquoi ils avaient voyagé toute la nuit pour la trouver. « Parle-moi de tes parents, » dit le chef doucement. « Dis-moi comment tu es venu vivre seul près de cette rivière. » L'estomac de Willa se noua. Elle avait passé 3 ans à tenter d'oublier cette nuit-là. La fièvre qui avait emporté sa mère, la façon dont son père était resté assis au bord de la rivière des jours entiers, le regard perdu, jusqu'à ce qu'il cesse de manger, de parler, et qu'un matin elle se réveille pour le trouver parti. Pas de mots, pas d'adieu, juste parti. « Ils sont morts, » dit-elle simplement. « Je suis seule depuis que j'ai 9 ans. » Le chef hocha lentement la tête, comme si cela confirmait ce qu'il soupçonnait déjà. Il se tourna vers l'un des guerriers derrière lui et parla rapidement en Lakota. Le guerrier se leva et s'approcha, portant un paquet de cuir qu'il déposa soigneusement aux pieds de Willa. « Ma fille m'a aussi dit autre chose, » dit le chef, sa voix n'étant plus qu'un souffle. « Elle a dit que lorsque tu l'as portée à travers la rivière, tu as chanté un ancien chant, un chant du matin que seules les femmes de notre tribu entonnent pour les morts. » Le monde de Willa se mit de nouveau à vaciller. Elle avait chanté, elle ne se souvenait pas d'avoir chanté, mais, même en essayant de le nier, des fragments. Des bribes de mélodie flottaient dans son esprit, des notes basses et envoûtantes qui semblaient résonner jusque dans ses os. Le chef désigna le paquet de cuir à ses pieds. « Il y a des choses que tu dois savoir sur toi. Willa, des choses sur l'endroit d'où tu viens vraiment, des choses sur les raisons pour lesquelles tes parents t'ont amené à cette rivière et pourquoi ils ne t'ont jamais dit la vérité. » Il fit une pause, scrutant son visage de ses yeux pénétrants. « Mais d'abord, tu dois choisir. Tu peux rester ici seul avec tes questions, ou venir avec nous et découvrir qui tu es vraiment. » Willa baissa les yeux vers le paquet de cuir, le cœur battant si fort qu'elle le sentait dans sa gorge. 3 années à vivre seule lui avaient appris à être prudente, à ne jamais faire totalement confiance. Mais quelque chose au fond de sa poitrine attirait vers ces étrangers, vers des réponses qu'elle avait toujours eu peur de chercher. « Qu'y a-t-il là-dedans » demanda-t-elle en désillant le paquet. Le chef s'agenouilla et défit soigneusement les liens de cuir. À l'intérieur se trouvaient plusieurs objets qui coupèrent le souffle de Willa. Une petite robe en peau de dinde douce, décorée de perles fines en motifs bleu et blanc, une paire de minuscules mocassins usés mais solides, et tout au fond, un daguerréotype qui fit tourner le monde autour d'elle. La photographie montrait une jeune femme autochtone tenant un bébé. Le visage de la femme était serein, beau, avec les mêmes yeux sombres que Willa voyait dans son propre reflet chaque matin. Mais c'était le bébé qui fit plier ses jambes. Il avait les cheveux clairs, la peau pâle, et autour du cou pendait exactement le même pendentif en argent que le chef tenait. « Ta mère ?» dit le chef d'une voix basse, « ta vraie mère. Elle s'appelait Ayana, ce qui signifie fleur éternelle. C'était ma sœur. » Les mains de Willa tremblaient lorsqu'elle prit la photographie. La femme sur l'image ne ressemblait en rien à la femme pâle et maladive qu'il avait élevée jusqu'à l'âge de 9 ans. Cette femme semblait forte, fière, vivante. Mais mes parents étaient blancs. Ils m'ont dit que j'étais leur fille. « C'étaient de bonnes personnes qui t'aimaient, » répondit le chef, « mais ils n'étaient pas ton sang. Quand tu savais à peine marcher, des pillards ont attaqué notre camp d'hiver. Beaucoup sont morts, y compris ta mère. Dans le chaos, tu as disparu.
Nous t'avons cherché des mois entiers, mais n'avons trouvé aucune trace. Nous avons cru que tu avais été prise par les pillards ou tuée. » Il désigna la photographie. Ta mère a fabriqué ce pendentif le jour de ta naissance. Elle disait qu'il te ramènerait toujours à nous. Nous n'avons jamais cessé d'espérer. L'esprit de Willa chavirait. Tout ce qu'elle pensait savoir sur elle-même s'effritait. Comment ai-je fini avec les gens qui m'ont élevé? Nous croyons que le couple qui t'a recueilli t'a trouvé pendant l'attaque. Peut-être t'étais-tu éloigné dans la confusion. Peut-être t'ont-ils trouvé perdu et effrayé et t'ont-ils adopté comme leur enfant. Ils t'ont donné une bonne vie. Willa, ils t'ont aimé. Mais ils ne pouvaient pas te donner la vérité, ce qui tu es. Elle leva les yeux vers les 40 guerriers encore agenouillés dans sa cour. Pourquoi êtes-vous tous venus? Pourquoi si nombreux? Parce que, répondit le chef, la voix lourde d'émotion, tu n'es pas seulement ma nièce. Ta mère était une femme médecine, une guérisseuse de grand pouvoir. La fille qu'elle a mise au monde était prophétisée pour revenir lorsque notre peuple aurait le plus besoin de guérison. Nous t'avons attendu 12 années. Willa se sentit pris de vertige. Je ne sais rien sur la guérison, j'ai à peine réussi à survivre seul. Hier, quand tu as porté ma fille à travers la rivière, tu as fait plus que lui sauver la vie. Tu as montré le courage et la compassion de ta mère. Tu as parlé notre langue parce qu'elle vit dans ton sang. Tu as chanté nos chants parce qu'ils font partie de ton âme. Le chef se leva et tendit la main vers elle. La jambe de ma fille était gravement brisée hier. Notre guérisseuse disait qu'elle ne marcherait peut-être plus jamais normalement. Mais ce matin, elle s'est levée et a couru me raconter l'histoire de la fille qui l'avait sauvée. Sa jambe était complètement guérie. Willa le fixa, la bouche sèche. « C'est impossible? Est-ce vraiment impossible? » demanda le chef. « Ou bien est-ce seulement quelque chose que tu ne comprends pas encore ?» Les 40 guerriers se levèrent comme un seul homme, les yeux fixés sur Willa avec un mélange d'espoir et de respect qui lui fit monter un frisson de responsabilité. Quelle que soit la décision qu'elle prendrait, tout allait changer. Mais en regardant la photographie de sa vraie mère, elle comprit que tout avait déjà changé au moment où elle avait choisi d'aider un enfant boiteux à traverser une rivière. Willa regarda autour d'elle, dans sa minuscule cabane, les quelques possessions qui avaient constitué tout son univers depuis 3 années, un bol en bois sculpté par son père adoptif, un couvre-lit fané cousu par sa mère adoptive, un petit couteau pour couper le bois d'allumage. Tout cela semblait désormais appartenir à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'avait jamais vraiment existé. « Si je viens avec vous, dit-elle lentement, que va-t-il m'arriver? Que va-t-il arriver à cet endroit ?» Le chef suivit son regard à travers la petite pièce. « Cette cabane restera. Si un jour tu veux revenir, elle sera là. Mais oui, là, notre peuple est en grand danger. Une maladie s'est répandue dans nos camps que nos guérisseurs ne peuvent pas soigner. Les enfants meurent. Les anciens qui ont survécu aux guerres et aux famines s'affaiblissent. Nous avons besoin de quelqu'un qui puisse relier 2 mondes, quelqu'un qui comprenne à la fois les anciennes traditions et les nouvelles. » Willa a senti le poids des attentes tomber sur ses épaules comme une couverture lourde. « Et si je ne peux rien faire? Et si je ne suis pas celle que vous croyez? »« Alors tu auras essayé, » répondit simplement le chef, « et c'est déjà plus que ce que nous avons maintenant. » Elle prit la petite robe de daim du paquet et la tint contre elle. Elle lui irait probablement parfaitement, comme si elle l'avait attendu toutes ces années. Le travail de perles était d'une finesse exquise, chaque perle posée avec soin et précision. Elle pouvait presque imaginer sa vraie mère la confectionnant à la lueur du feu, brodant de l'amour dans chaque fil. « Ton nom, dit le chef, ton vrai nom est Wakanda. Cela signifie pouvoir mystique, mais un pouvoir qui vient de l'intérieur, de la compréhension et de la compassion, pas de la magie ni des esprits. Un pouvoir qui vient de savoir qui tu es et de choisir d'aider les autres. » Willa prononça le nom à voix basse. Wakanda. Il sonnait à la fois étranger et familier, comme une chanson entendue dans un rêve. « Reverrai-je ta fille, celle que j'ai aidée? Ayana t'attend dans notre camp. Elle demande après sa sauveuse depuis l'aube. Elle veut te remercier comme il se doit. » Le chef marqua une pause. « Elle veut aussi te montrer quelque chose sur la traversée de la rivière que même moi je ne comprends pas entièrement. Un nouveau mystère. » Willa comprit que, quel que soit son choix, il y aurait toujours plus de questions, plus de secrets à découvrir. Mais pour la première fois depuis 3 années, elle ne les affronterait pas seule. « Je dois faire mes bagages, » dit-elle doucement. Le chef hocha la tête. « Prends seulement ce qui compte pour toi. Nous avons des vêtements, de la nourriture, un abri. Ce dont tu as besoin maintenant ne peut pas se porter dans les mains. » Willa parcourut la cabane, choisissant les quelques objets qui portaient des souvenirs précieux, le bol de bois, une lettre que sa mère adoptive avait écrite à son père, un petit caillou de la rive qu'elle avait toujours trouvé joli. Tandis qu'elle rassemblait ses vestiges de son ancienne vie, elle sentit quelque chose changer en elle,
Pas de la peur exactement, mais une anticipation mêlée d'un étrange sentiment de retour chez soi. Dehors, elle entendait les guerriers se préparer au voyage, le cuir qui craquait, les chevaux qui soufflaient doucement, les conversations discrètes en Lakota dont elle commençait à saisir certains mots, comme si son oreille s'ouvrait enfin. Quand elle sortit de la cabane avec son petit paquet, le chef l'attendait avec un cheval, pas un poney de guerre comme ceux des autres, mais une jument douce aux yeux bienveillants et à la bouche tendre. « C'était le cheval de ta mère ?» dit-il. « Elle s'appelle Wikapi Star. Elle t'attend depuis aussi longtemps que nous. » Willa s'approcha prudemment de la jument, main tendue. L'animal souffla doucement et lui toucha la paume, comme pour reconnaître quelque chose de familier. Lorsqu'elle se hissa sur son dos, elle ressentit une connexion qu'elle n'avait jamais éprouvée auparavant. Pas de magie, mais quelque chose de profond, de naturel, comme rentrer chez soi après un long voyage. « Es-tu prête ?» demanda le chef. Willa jeta un dernier regard à sa cabane, puis tourna les yeux vers le sentier inconnu devant elle. « Oui » répondit-elle avec conviction. Mais alors qu'ils s'enfonçaient vers la forêt, aucun d'eux ne vit la silhouette qui les observait depuis la crête. Un homme aux yeux glacés et au fusil en bandoulière, qui suivait le groupe depuis l'aube, un homme qui avait des projets bien différents pour la fille que l'on appelait Wakanda. Ils voyagèrent ainsi, les guerriers formant autour d'elle une formation protectrice, leurs yeux scrutant sans cesse la lisière des arbres pour y déceler des menaces qu'elle ne voyait pas. Le chef Takakota chevauchait à ses côtés, désignant parfois des repères naturels et partageant des histoires sur sa mère, des histoires qui semblaient mettre en place les pièces manquantes d'un grand puzzle. Ayana était intrépide, lui dit-il alors qu'il longeait un sentier étroit au flanc d'une falaise. Elle escaladait les plus hauts sommets pour cueillir les plantes médicinales qui ne poussaient nulle part ailleurs. Elle disait que le meilleur remède exigeait toujours le plus grand risque. Willa resserra ses rênes tandis que Wikapi avançait prudemment sur le chemin rocailleux. Quel genre de maladie touche votre peuple? Vous avez dit que vos guérisseurs ne pouvaient pas la soigner. L'expression du chef s'assombrit. Cela a commencé il y a 3 lunes. Une fièvre qui va et vient, laissant les gens faibles et confus. Mais ce n'est pas une maladie comme celle que nous connaissons. Elle ne touche que certaines familles, certaines lignées de sang, et elle semble se propager selon un schéma qui défie toute logique naturelle. Que voulez-vous dire? Demanda Willa. Les familles qui tombent malades sont toutes liées à nos gens de médecine, les guérisseurs, les cueilleurs de plantes, ce qui concerne notre savoir traditionnel. C'est comme si quelqu'un cherchait délibérément à éliminer ce qui protège nos traditions. Un frisson parcourut Willa, qui n'avait rien à voir avec l'air froid de la montagne. Vous pensez que quelqu'un les empoisonne? Le chef resta silencieux un long moment. Il existe des hommes qui profiteraient de notre faiblesse, des hommes qui convoitent nos terres pour l'or qu'ils croient enfoui dessous. S'ils pouvaient éliminer nos guérisseurs et nous forcer à dépendre de leurs remèdes, de leurs marchands, de leur mode de vie, il n'eut pas besoin de terminer. Willa comprit l'implication. Et vous croyez que je peux aider à arrêter cela? Je crois que tu es peut-être notre seul espoir pour comprendre ce qui se passe vraiment. Tu connais les 2 mondes, Wakanda. Tu penses comme eux, mais ton cœur nous appartient. Tu pourrais voir quelque chose que nos guérisseurs n'ont pas vu. À mesure qu'il s'enfonçait dans la nature sauvage, Willa se découvrait des connaissances qu'elle ne se rappelait pas avoir apprises. Elle remarquait quelles plantes poussaient dans quel sol, quelles traces d'animaux indiquaient de l'eau fraîche, quels cris d'oiseaux annonçaient un danger. Un savoir instinctif, hérité, aussi naturel que respiré. « À quelle distance se trouve votre camp ?» demanda-t-elle. « Nous y serons avant la tombée de la nuit. » Mais Wakanda, il y a quelque chose que tu dois savoir avant d'y arriver. Notre peuple t'attend depuis 12 années. Ils ont placé leurs espoirs dans ton retour. Certains croient que tu es la réponse à tous nos malheurs. Will sentit à nouveau ce poids familier d'attente s'abattre sur ses épaules. « Et si je les déçois? Alors tu les décevras, répondit simplement le chef. Mais tu le feras honnêtement, en étant toi-même. C'est tout ce que l'on peut demander. » Ils franchirent une crête et le chef leva soudain la main, signalant l'arrêt. Au loin, une fumée montait d'une partie de la forêt qui aurait dû être déserte, trop de fumée pour un simple feu de cuisson, trop noir pour du bois brûlant normalement. « Cela vient de notre camp, » dit un guerrier d'une voix urgente. Le visage de Takakota pâlit. « Nous sommes encore à 2 heures de là. Cette fumée ne devrait pas être visible depuis ici, à moins que... » Il n'acheva pas, mais Willa vit la peur dans ses yeux. « À moins que quoi ?» exigea-t-elle. « À moins que quelque chose ne brûle qui ne devrait pas brûler. À moins que quelqu'un ait attaqué pendant notre absence. » Le chef enfonça ses talons dans les flancs de son cheval, et tout le groupe s'élança au galop vers la colonne de fumée. Willa ne pouvait se défaire de l'idée que le voyage avait été délibérément chronométré, que quelqu'un avait voulu éloigner les guerriers du camp à ce moment précis. Derrière eux, sur la crête qu'ils venaient de franchir, l'homme au fusil abaissa sa longue vue et sourit.
Tout se déroulait exactement comme prévu. L'odeur les frappa avant même qu'ils n'atteignent le camp, pas seulement de la fumée de bois, mais quelque chose d'acre et de chimique qui brûlait les narines et faisait renâcler les chevaux. En dévalant la dernière pente, Willa vit des silhouettes courir entre les tipis, certains transportant des seaux d'eau, d'autres tirant des affaires hors des flammes. La loge de médecine, souffla le chef, horrifié. Ils ont brûlé notre loge de médecine. Cette structure, cœur de la tradition de guérison, n'était plus qu'un squelette noirci contre le ciel. Guerriers et femmes luttaient pour empêcher le feu de se propager, mais Willa voyait bien qu'il combattait plus qu'un simple incendie. La fumée avait cette qualité huileuse, presque toxique, qui trahissait l'usage d'accélérants. En entrant dans le camp, les gens accoururent vers eux, le visage mêlé de soulagement et de terreur. Une vieille femme attrapa la bride du cheval du chef et se mit à parler en lakota avec une urgence désespérée. Willa comprit plus de mots qu'elle ne l'aurait cru, saisissant des bribes sur des étrangers, des menaces et quelque chose de terrible arrivé aux enfants. « Où est Ayana » demanda le chef en descendant précipitamment de cheval. « En sécurité » assura la femme, mais d'autres ne le sont pas. La maladie a frappé encore plus fort cette nuit. 3 autres enfants sont tombés malades et le vieux Noatak s'est effondré et ne s'est pas réveillé. Willa glissa à bas de Wikapi, les jambes tremblantes après la chevauchée. La scène était encore plus terrible vue de près. La loge de médecine était détruite, le jardin de plantes sacrées piétiné, les racines et herbes précieuses dispersées dans la terre. Des mois, voire des années, de soins anéantis en une nuit. Ce n'était pas un accident, dit-elle d'une voix basse. Takakota acquiesça gravement. Quelqu'un voulait s'assurer que même si nous te trouvions, nous n'aurions plus ni plantes, ni remèdes préparés, ni lieux sacrés pour soigner. Une petite silhouette se détacha du groupe près des habitations restantes et se précipita vers eux. Ayana, la fillette que Willa avait portée à travers la rivière, courait sans la moindre trace de boiterie. Elle se jeta dans les bras de son père, puis leva les yeux vers Willa, ses prunelles brillantes de reconnaissance. « Tu es venu » dit Ayana en anglais clair. « Je savais que tu viendrais. »« Comment va ta jambe » demanda Willa en s'agenouillant pour observer ses mouvements. « Hier, tu pouvais à peine marcher. » Ayana plia et étira sa jambe. « Elle a cessé de faire mal après que tu m'as porté à travers l'eau. L'enflure a disparu pendant la nuit et ce matin tout allait bien. » Willa fronça les sourcils. Une entorse pouvait guérir vite chez un enfant, mais l'accident avait semblé bien plus grave. Pourtant les enfants étaient résistants et elle avait peut-être surestimé la blessure dans le tumulte. « Peux-tu me montrer les enfants malades » demanda-t-elle au chef. « Je veux voir leurs symptômes. » Il la mena vers une grande tente, mais avant qu'il n'y entre, un cri retentit depuis la lisière de la forêt. Un guerrier resté en arrière surgit en courant, le visage tendu. « Chef, nous avons trouvé des traces, des empreintes de bottes, pas de mocassins. Et autre chose, il brandit un petit flacon de verre vide qui empestait encore un produit chimique. Nous en avons trouvé plusieurs près de la source d'eau. » Les pièces du puzzle se mirent en place dans l'esprit de Willa avec un haut le cœur. « Quelqu'un a empoisonné votre eau. Voilà pourquoi la maladie ne touche que certaines familles, pourquoi elle suit un schéma précis. On vise des groupes particuliers. » Le visage du chef se fit masque de rage contenue. « Et maintenant ils ont détruit nos remèdes pour nous empêcher de traiter l'empoisonnement. »« Mais qui ferait cela » demanda Ayana d'une voix choquée. Avant que quiconque ne réponde, un coup de feu claqua, faisant éclater un poteau de bois à quelques centimètres de la tête du chef. Sur la crête, Willa vit la silhouette de l'homme au fusil et sentit son sang se glacer. Tout ce qui s'était passé avait été orchestré. L'homme qui les observait n'était plus là pour regarder. Il était prêt à tuer. Takakota attrapa Willa et la tira derrière la tente la plus proche, tandis qu'une autre balle éclatait le sol à l'endroit où il se tenait. Les guerriers se dispersèrent, prenant des positions défensives, criant d'éloigner les femmes et les enfants. Le cœur de Willa battait à tout rompre alors qu'elle... Willa se plaqua contre le mur de bois, le souffle court, l'esprit en feu pour comprendre ce qui se passait. « Qui est-ce » halta-t-elle en désignant la crête où le tireur attendait. « Marcus Brennan » répondit sombrement le chef Takakota en vérifiant son propre fusil. « Un spéculateur foncier qui tente de nous chasser de ce territoire depuis 2 ans. Il prétend qu'il y a de l'or dans ces montagnes. » Un autre coup de feu claqua, suivi d'une voix qui résonna dans toute la vallée. « Chef Dakota, je sais que vous m'entendez. Envoyez-moi la fille blanche et nous pourrons en discuter comme des hommes civilisés. » Willa sentit la glace former dans son estomac. Cet homme savait exactement qui elle était et pourquoi elle était là. « Il nous observait, dit-elle. Il sait pour moi. »« Plus que ça, répondit le chef. Il a tout orchestré, l'empoisonnement, le moment de notre départ pour te retrouver, la destruction de notre loge de médecine. Il voulait nous rendre assez désespérés pour te livrer. »
Mais pourquoi me veut-il? Demanda-t-elle. Le visage du chef s'assombrit. Parce que tu représentes l'espoir de notre peuple. Tant qu'ils croiront que tu peux les guérir, ils resteront et se battront. Mais si tu disparais ou si tu meurs, ils perdront la foi et abandonneront cette terre qu'ils convoitent. Les morceaux du puzzle s'assemblèrent dans l'esprit de Willa avec une horreur glaciale. Brennan n'avait pas simplement empoisonné l'eau de la tribu au hasard. Il avait ciblé les guérisseurs pour semer la détresse. Puis il avait attendu qu'ils partent chercher leur fille légendaire, sachant que le camp serait vulnérable. « Combien d'hommes a-t-il » demanda Willa. « Inconnu, mais il prépare cela depuis des mois. Les produits chimiques, le moment exact de notre absence, la destruction systématique de nos réserves. Ce n'est pas l'œuvre d'un seul homme. » Ayana rompa jusqu'à eux depuis une autre loge, le visage pâle mais résolu. « Père, je vois du mouvement dans les arbres derrière lui. Au moins 6 hommes armés. » Willa ferma les yeux pour réfléchir. 7 hommes contre les guerriers restés au camp, les chances étaient faibles, surtout avec des enfants et des anciens protégés. Mais quelque chose la troublait. Brennan avait dit qu'il voulait parler. Cela signifie qu'il n'a pas l'intention de nous tuer tous. Il a besoin de quelque chose de nous. Il a besoin de témoins, dit amèrement le chef, des survivants qui pourront raconter l'histoire qu'il aura écrite. Les morts ne parlent pas. Une détermination glaciale saisit Willa. 3 ans de solitude lui avaient appris qu'il fallait parfois tenter l'impossible pour survivre. « Et si je sortais lui parler » demanda-t-elle. « Hors de question. » Réfléchissez. Il s'est donné tout ce mal pour m'amener ici. Ça veut dire qu'il me veut vivante. Si je peux m'approcher, peut-être que j'apprendrai ce qu'il veut vraiment. Le chef Takakota la regarda longuement, pesant l'horrible choix. « Et si tu te trompes, s'il te tue? Alors vous vous battrez sans moi, comme si j'étais resté caché. Mais si j'ai raison, peut-être que je vous achète du temps. » Ayana saisit son bras. « Ne pars pas, nous venons de te retrouver. » Willa posa sa main sur la sienne. Parfois, le plus grand courage, c'est de faire confiance à quelqu'un d'autre pour être courageux à sa place. Elle se tourna vers le chef. « Je vais sortir, mais promettez-moi une chose. Quoi qu'il m'arrive, faites parvenir ces fioles chimiques à quelqu'un qui pourra identifier le poison et préparer un antidote. Votre peuple n'a pas à mourir ainsi. » Le chef hocha lentement la tête. « Tu as le courage de ta mère, Wakanda, et son entêtement à refuser l'échec. » Willa se redressa et quitta la protection de la loge. « Espérons que j'ai aussi sa chance. » Elle avança lentement au centre du camp, les mains levées mais l'esprit en alerte. Marcus Brennan descendit de la crête avec 3 de ses hommes, leurs fusils braqués sur elle, un sourire froid sur les lèvres. « Mademoiselle Willa, je présume, ou dois-je dire Wakanda? J'ai tant entendu parler de vous. » « Que voulez-vous » demanda-t-elle d'une voix ferme. « Une simple affaire. J'ai investi temps et argent pour acquérir cette terre. Le problème, c'est que ces gens refusent de partir. Mais si leur guérisseuse prophétique disparaissait ou renonçait publiquement à eux pour rejoindre la société civilisée, mon problème serait réglé. » Willa sentit la colère l'envahir. « Alors vous avez empoisonné des enfants pour les forcer à avoir besoin de moi ?» Brennan haussa les épaules. Un peu de mercure dans l'eau, facilement traitable avec le bon remède, mais mortel sinon. Je fournirai le traitement en échange de votre coopération. Et si je refuse? Alors les enfants meurent, et je raconte aux autorités que j'ai dû me défendre contre une tribu hostile qui retenait une fille blanche captive. Dans les 2 cas, j'obtiens la terre. Mais Willa n'écoutait pas que ces mots. Elle observait ces hommes, leur position, leurs armes, leur assurance, et vit ce que Brennan n'avait pas vu. Les guerriers du chef s'étaient déplacés silencieusement sous le couvert de la fumée. « Il y a un problème avec votre plan, » dit-elle à haute voix. Brennan fronça les sourcils. « J'ai vécu 9 ans chez les Blancs. Je connais les produits chimiques grâce à mon père adoptif qui travaillait dans les mines. Ce que vous avez mis dans l'eau n'est pas seulement du mercure. C'est un mélange de mercure, d'arsenic et de composés de plomb. Voilà pourquoi cela touche certaines familles et pas d'autres. Mais voici ce que vous ignorez. Ces métaux s'accumulent dans le corps et deviennent mortels pour quiconque en a absorbé trop, y compris vous et vos hommes, qui buvez la même depuis des semaines. » Le mensonge sortit avec un calme glaçant, et elle vit le doute passer dans les yeux de Brennan. « Impossible. »« Vraiment? Quand vos maux de tête ont-ils commencé? Vos tremblements? Regardez vos hommes. » 2 de ces hommes échangèrent un regard inquiet. « Le seul antidote est un mélange de plantes qui ne poussent que dans ces montagnes et que seuls les guérisseurs savent préparer. Des plantes que vous avez détruites. Vous mentez. Vraiment? Prêt à parier votre vie? » Dans cet instant de doute, les guerriers surgirent des ombres, encerclant le groupe. « Jetez vos armes !» commanda le chef, fusil braqué sur Brennan. L'affrontement se termina avant d'avoir commencé. Les hommes lâchèrent leurs fusils.
Brennan resta figé, livide. « Vous avez deux choix, » déclara Willa. « Nous aider à identifier les produits chimiques pour que nous puissions soigner les malades ou risquer la justice territoriale pour tentative de génocide. » 3 heures plus tard, les fioles avaient été envoyées par 2 guerriers au comptoir de commerce le plus proche pour analyse. Brennan et ses hommes, ligotés, gardaient le silence, vaincus par une fille de 12 ans qui avait compris que la meilleure arme était parfois l'information au moment précis. Au coucher du soleil, Willa s'assit près du feu avec le chef Takakota et Ayana, comprenant enfin ce que signifiait appartenir à un lieu. Elle n'était plus l'orpheline perdue ni seulement la guérisseuse mythique revenue. Elle était Wakanda qui avait choisi de se battre pour les siens.